Ce podcast vous est présenté par Canadian Tire, qui vous invite à prendre rendez-vous en ligne dès maintenant pour votre prochain service automobile. Canadian Tire, notre garage. Par Albi Occasion, le plus beau choix de véhicules de qualité. Et par Vitro Plus, vos gens de métier pour tous vos besoins en verre auto et protection depuis près de 50 ans. L'arrivée massive des véhicules électriques chinois sur le marché canadien amène son lot de questionnements et j'ai jugé bon de ramener au podcast RPM Guillaume André, qui est copropriétaire et directeur des opérations chez Ingenex. Guillaume André est venu discuter avec nous il y a de ça quelques années de justement où est-ce qu'on est rendu avec la voiture électrique, comment va l'évolution de ce genre de véhicule-là sur le marché. Et là, je pense qu'on est dû pour une autre mise à jour avec tout ce qui s'est passé dans les dernières années. Merci à nos précieux commanditaires Canadian Tire, Albi Occasion et Vitro Plus d'être là et merci à vous d'être à l'écoute du podcast RPM. Caro, aujourd'hui pour les capsules Canadian Tire, tu nous parles de phares et de problèmes d'opacité? Oui, genre d'affaires que tu vis peut-être? Oui, bien sûr, avec mon modèle de 2015 que je ne m'occupe pas très bien. Donc oui, les fameux phares jaunes. Oui, jaune pis terni, là, que c'est vraiment pas cute. Là, non, c'est pas très très beau, non. Ça enlève un peu de prestige à une voiture, hein? Oui. Ça, puis c'est dangereux aussi, Sam. Puis là, c'est là que je vais te taper sur la main, là. Approche ta main, là. Voilà. Faut que je m'occupe de ça, là, sais. Non, mais sérieusement, c'est pas une blague, là. Je sais. C'est parce que c'est pas juste laid, là. Non, c'est juste laid, ouais, c'est ça. Maintenant, OK, tu sais, première des choses, là, mettons, là, pour ceux et celles qui se posent la question, puis peut-être que tu te la poses aussi, mais pourquoi c'est fait que ça arrive, ça? Pourquoi, avec le temps, les phares jaunissent? Puis pourquoi ça devient terne et opaque comme ça? Du plastique au soleil, voilà. C'est ça. Mm-hmm. C'est plastique, soleil, pas des bons amis, là. Pas de solution, là. C'est juste le soleil, le gros problème. Bien, c'est l'un des gros problèmes. En fait, c'est que les phares sont faits avec un plastique qui est super résistant, qui est du polycarbonate. Puis, au contact du soleil, justement, il va y avoir une oxydation qui va se faire. Puis, ajoute à ça, bon, évidemment, tu sais, tous les débris de la route, là, qui vont venir graffiner. Une petite roche l'hiver. Oui, c'est ça, exactement. Fait que c'est normal qu'un phare finisse par devenir opaque et jaune. Mais la bonne nouvelle... C'est que c'est réversible. Je le sais. C'est fun, ça. Puis là, t'as deux options, OK? T'as l'option jus de bras, puis t'as l'option je donne ça à quelqu'un. C'est ça. Je donne ça à Canadian Tire, puis ils vont s'en occuper, OK? Ouais. Parce que le service de restauration de phare, c'est offert chez Canadian Tire. Moi, je l'ai testé là, cet été de le faire moi-même. Puis si vous avez du temps, faites-le. Ça dépend aussi de l'ensemble, parce que c'est ça, il y a des ensembles de polissage de phares à faire à la maison. Il y en a plusieurs sortes. Moi, celui que je vous conseillerais, c'est le plus complet, là. Celui où on peut utiliser là, notre perceuse, là. Oui, avec la petite brosse qui tourne, là. Ouais, puis, c'est ça, pour venir vraiment polir, là, puis tout ça. Lui, c'est le plus efficace. Puis, sincèrement, là, ça donne de solides résultats. Mais pas autant que si vous le faites faire par un professionnel, par exemple, chez Canadian Tire, qui va vraiment comme restaurer le phare, en fait, pratiquement à neuf. Puis, on le fait, parce que c'est laid, Sam, mais on le fait aussi parce que c'est plus sécuritaire. Bien sûr. Puis, vous allez remarquer aussi le soir, là, avec des phares qui sont jaunes, là, qui sont ternis, ça éclaire pas bien. On voit plus grand-chose en avant. Puis les gens aussi nous voient moins. Deux bonnes suggestions, ma chère. Donc, ensemble, le DIY qui est disponible si vous voulez le faire vous-même chez Canadian Tire, mais vous pouvez aussi vous offrir le service de Canadian Tire pour régler le problème une bonne fois pour toutes. Merci beaucoup, Caro. À bientôt. Plaisir. Guillaume André, bonjour. Salut Sam. Quel plaisir de te retrouver au podcast RPM. Il n'y a pas beaucoup de monde qui sont venus deux fois, mais clairement, ça avait bien été la première fois. Ouais. Donc, j'étais content que tu reviennes nous parler. Comment ça se passe chez Ingenex actuellement? Ah, écoute, ça va vraiment bien. 2025 n'a pas été facile comme année pour plein de raisons, hein? Mais 2026, on a des beaux projets, des belles choses qui s'en viennent. Pourquoi ça n'a pas été facile en 2025 avec Ingenex? Ben, écoute, en général, je pense que l'électrification des transports au Québec, au Canada, même en Amérique du Nord, ça a pris une petite débarque, hein? Ah ouais, tu l'as senti toi aussi? Parce que, tu sais, toi, tu vends des voitures d'occasion, mais tu répares, tu fournis des pièces aussi de réparation. C'est un peu ça ton travail, là, dans le fond. C'est ça que l'entreprise fait principalement, là? Oui, bien, c'est ça. La partie réparation de véhicules, voitures usagées, ça va super bien, hein? Parce que quand le neuf va moins bien, les ventes de neuf vont moins bien, l'usager va très bien. Mais c'est sûr que ce qui est on va dire, les ventes de voitures neuves, justement, vu que ça va moins bien, bien là, on s'en fait ressentir. Mais c'est surtout aussi les projets. Nous, chez Ingenex, on fait des projets de conversion, des mandats pour des compagnies.
Donc là, il y avait un ralentissement dans les projets de conversion puis de développement. C'est là que ça nous a affecté un peu. Puis, tu sais, l'industrie l'a senti aussi, là. Tu sais, ce que tu vis, j'imagine, tu es un peu collé à ce que j'entends beaucoup dans le marché. Quand je parle à des constructeurs automobiles, quand je parle à des directeurs régionaux des ventes du Québec, ça n'a pas été facile en 2025, là. Ah non, le 2025, c'est quasiment une diminution de 50 Hi. C'est énorme au Québec. Mais tu regardes mondialement, c'est 20 d'augmentation en 2025. Là, tu parles de la voiture électrique seulement, Oui. là, moi, c'est ça. Oui. Donc, c'est sûr que, bon, géopolitique, hein, mais aussi, bon, il y avait plusieurs facteurs, tu sais, les subventions qui ont aussi diminué ou, dans certains cas, arrêté. Ah, les yo-yo de subventions à gauche puis à droite, là, ça, Ouais. ça a mélangé tout le monde, là. Exact. Puis, ben, il y a aussi, tu sais, le fait que, malheureusement, au Québec, il y a eu quand même certaines choses qui n'ont pas bien fonctionné dans l'électrification, là. Ah, comme quoi, par exemple? Ben, tu sais, exemple, obligatoirement avoir des autobus 100% électriques, d'aller, tu sais, je pense qu'au Québec, malheureusement, l'erreur qu'on a faite, c'est de vouloir aller trop vite, hein, sans adopter une technologie qui n'est peut-être pas mature nécessairement. Donc, il faut apprendre peut-être de ces erreurs-là. Ça peut être aussi de vouloir pousser dans la gorge des consommateurs des voitures électriques, abolition des ventes de voitures à essence en 2035. Je pense pas que c'était la meilleure décision là, parce que les gens, en général, se sentaient comme une grosse pression. Puis c'est pas tout le monde qui a les moyens de s'acheter un véhicule électrique à 50 000 là. Ah, puis 50 000, honnêtement, c'est pas grand-chose. C'est de là, base. c'est de base, là, parce que quand tu équipes ça un peu avec ce que tu veux, avec l'autonomie, avec de la puissance, avec des capacités de recharge élevées, tu es plus dans le 68 70 000. Là, ça va vite, là, puis tu peux monter après ça pas mal plus haut. Là, tu sais. Ouais. Fait que je comprends ce que tu dis. Toi, comment tu. Parce que tu parlais des autobus, on parlait des réglementations qui avaient été mises en place. On sent un recul aussi, là, autant du gouvernement canadien que les gouvernements un peu partout dans le monde. Là, les objectifs ont été retardés. On semble jouer un peu de la chaise musicale. Là. On change de place un peu. Puis toi, tu sais, comment tu aurais vu une application plus réaliste de ce genre de réglementation-là sur la voiture électrique? Crois-tu que, tu sais, là, on se dit, bon, avec du recul, c'était pas une bonne idée? Ouais. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Ben, c'est en plusieurs secteurs, c'est pas juste la voiture. Il y avait aussi le camionnage, comme on disait, les autobus, même les véhicules récréatifs. Mais c'est vraiment, je pense, l'erreur qui a été faite, c'est de vouloir aller trop vite. C'est vraiment une course. 2023-2024, tout le monde était dans la course à l'électrification. On voulait avoir des usines de batteries, des usines de voitures. On voulait aller vite l'adopter. Mais c'est un gros virage, l'électrification. Puis ça prend du temps, bien faire les choses. Fait que je pense que c'est un peu ça. On va prendre le temps à la place de reculer puis de dire on va regarder ce qui a été fait puis apprendre de ces erreurs-là. Mais c'est ça, comme je disais, c'est d'aller trop vite. Puis malheureusement, c'est pas des milliards de dollars au Québec qui a été mal investi dans l'électrification. Trop à risque, peut-être? Trop à risque, voulu investir trop rapidement dans des technologies qui n'étaient peut-être pas matures. Fait que c'est sûr que le Québécois qui n'est pas en faveur de la voiture électrique, ça aide pas pour avoir une mauvaise opinion là, de la voiture électrique. Hein? Son acceptabilité n'est pas encore là. Je les comprends. Ouais. Je les comprends. Mais il y a des belles choses qui ont été faites. Il y a des belles choses qui sont en train de se faire aussi. Fait que je pense qu'il faut prendre un pas de recul, mais c'est correct. Je pense que 2026, là, il y a un pivot là, qui se fait. Là. Crois-tu, parce que tu sais, souvent l'argumentaire qu'on va entendre des différents acteurs diplomatiques qui vont nous parler de la voiture électrique, ils vont nous dire, ben si on n'avait pas mis des objectifs aussi forts, si on n'avait pas donné un rythme au marché d'aller vite vers la voiture électrique, on n'aurait pas eu non plus assez de gens qui auraient embarqué dans le projet. T'sais, on n'aurait pas réussi à convaincre assez de consommateurs à choisir la voiture électrique et donc, on n'aurait pas poussé la recherche et développement chez les constructeurs automobiles à se développer, à aller plus vite, à faire des investissements. Ouais. Crois-tu que c'est vrai, ça? Ben, je crois que les objectifs, c'est important, mais ce qui a été mauvais, ça a été les interdictions. Ça, comme exemple, les autobus électriques, là, on n'avait pas une technologie encore qui était là, qui était mature, puis on n'avait pas assez de joueurs, qui avaient un marché, on n'avait pas une grande diversité. Là. Donc, c'est ça, on a voulu aller trop vite. Là. C'est un peu ça, je pense, qui a été la problématique. Donc ça, c'est un secteur, mais dans d'autres choses aussi, on parle même du recyclage. Malheureusement, là, on frappe un mur au Québec, le recyclage des batteries, ouais. On est rendu avec ça? Ben, il n'y a plus de solution de recyclage, malheureusement. Pour nous,
c'est un peu problématique parce que si vraiment une batterie est vraiment plus bonne, il faut envoyer ça dans l'Ouest canadien ou aux États-Unis. Et c'est vraiment cher et contraignant, OK? J'imagine, c'est pesant, c'est des matériaux dangereux à déplacer aussi. Fait que ça prend des ressources spécialisées pour déplacer ça? Oui, effectivement. C'est que ça, c'est vraiment le côté qui est plus problématique. Mais, de l'autre côté, nous, on veut, chez Ingenex, on reconditionne des batteries. Donc, avec plusieurs mauvaises batteries, on peut en faire des bonnes. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle. Je veux dire, on trouve des solutions autres que le recyclage. Donc, ça, c'est vraiment une bonne chose pour nous. On est capable de reconditionner des batteries. Donc, il faut approcher, je pense, différemment les problématiques, justement, peut-être d'envoyer trop rapidement toutes les batteries au recyclage. Encore là, ça a été problématique. Le volume de batteries, ils ne s'attendaient pas à avoir autant de batteries à recycler. Puis, tu sais, c'est ça, quand tu fais des usines pilotes, après ça, de mettre ça à grande échelle, c'est là que c'est d'autres enjeux. Hein? Donc, c'est ça, on peut apprendre de ça, mais il y a des belles choses qui se font, puis de réparer, c'est hyper important. On en avait parlé la dernière fois. Oui. Même chose pour les batteries, là, au lieu d'envoyer tout de suite au recyclage, la réparation. Pourquoi au Québec, on n'est pas capable de recycler? Pourquoi on envoie ça dans l'Ouest et aux États-Unis? Parce qu'il y avait une usine au Québec, puis là, elle est en arrêt présentement. Donc, les garages, normalement, par exemple, c'est Appel à recycler qui s'occupe, l'organisme qui s'occupe du recyclage des batteries. Puis là, la seule usine qui était en opération est à l'arrêt. Donc là, puis je pense pas que ça va partir, du moins pas à court terme. Okay. Donc là, c'est ça. Les seules autres alternatives, c'est dans l'Ouest canadien, comme je disais, mais 5000 km, il faut faire voyager la batterie ou aux États-Unis. C'est un peu ridicule quand tu penses que tu mets une batterie dans une voiture électrique, tu dis, OK, l'impact de la batterie coûte cher à l'environnement, mais une fois que le véhicule il roule, après ça, je viens compenser mon impact environnemental. Mais là, s'il faut que je prenne la batterie pour y faire 5000 km dans un camion diesel, pour après ça être recyclé dans un autre endroit qui va après ça leur shipper ailleurs dans le monde, on n'avance pas, là. C'est ça. C'est un peu ça. Puis là, faut apprendre, comme je disais tantôt, de ces erreurs-là, de certaines technologies. Des fois, le gouvernement voulait investir rapidement, investir beaucoup. Des fois, je les appelle les licornes. Donc, tu sais, des fois, c'est trop beau pour être vrai. Donc, faut peut-être analyser un petit peu plus avant d'investir. Donc, je drôle t'entendre toi dire ça. Tu sais, toi qui es vraiment le gourou de la voiture électrique, quasiment. Tu sais, t'as toujours été là-dedans, t'as modifié des voitures électriques. Tesla, t'as déjà tapé ses doigts. D'ailleurs, si vous voulez savoir cette histoire-là, je vous invite à écouter le premier podcast qu'on a fait avec toi au podcast RPM. Mais tu sais, t'es un spécialiste de la voiture électrique, clairement. Tu t'es vraiment niché là-dedans. Puis là, d'entendre dire, là, on est peut-être allé vite. Là. Tu crois-tu encore que la technologie, c'est de l'avenir? Tu crois-tu encore à la voiture électrique? Vraiment, mais tu sais, j'ai pas des lunettes roses, OK? Donc, il y a des choses qui se font que c'est vraiment bien, mais il y a certaines choses que non, c'est vraiment pas une bonne avenue, tu sais, à mon opinion. Qu'est-ce qu'on fait de bien? Parce que tu me dis tantôt, on a fait des bonnes choses. Nomme-moi-en, là. C'est quoi les bonnes choses qu'on a faites au Québec avec la voiture électrique? Tout ce qui est l'infrastructure de recharge. Je veux dire, on est vraiment, tu sais, Hydro-Québec, on a l'électricité, elle est propre. On a, avec le circuit électrique puis les autres réseaux de recharge qui sont développés, on a des bornes, pas à peu près. Là, si on se compare au reste de l'Amérique du Nord, tout ce qui est notre réseau d'électrification... c'est facile de se recharger. Là. C'est très facile. Un peu partout. Là, on est dans Charlevoix, on va dans le nord de Montréal, on va au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on va dans les régions au Québec un peu partout, puis il y a des bornes. Là. Il y en a en profusion en plus. Oui. Donc, ça, pour moi, c'est très bien. Puis, justement, qu'elle soit 100% propre, cette électricité-là, puis elle est disponible. Donc, pour ce qui est infrastructure de recharge, vraiment, c'est parfait. Sinon, il y a eu des belles entreprises, mais des peut-être plus petites entreprises qu'on entend moins parler, qui ont fait quand même des beaux produits. Mais même les compagnies ça a été un flop, malheureusement, pour plein de raisons. Puis, bien souvent, c'est ça. C'est comme, on a voulu aller trop vite. Donc, tous nos œufs dans le même panier. Donc là, c'est... La Lion électrique, par exemple, ces choses-là. Je ne veux pas nommer de nom, mais on les connaît. On en connaît. Ils l'appelleront, s'ils veulent. Il y a une prochaine Nordvolt aussi qui a été une catastrophe. Lion électrique, même affaire. Là, ça ne va pas bien non plus. Véhicules récréatifs, même chose. Donc, il y a eu quand même... Mais c'est ça. Donc, au lieu d'aller
plus petit, plus adopter tranquillement une technologie, au lieu d'aller trop rapidement, trop gros. Je pense que c'est ça. Il faut vraiment apprendre de cette erreur-là, de prendre le temps de bien faire les choses. On est rendu aujourd'hui avec la voiture électrique. Sinon, je te parle vraiment du produit. Là. On a vu des constructeurs avoir des visions différentes. On voit que c'est pas facile pour les constructeurs actuellement. On en parle tous les jours RPM, des constructeurs qui reviennent avec des vieilles mécaniques thermiques dans leurs véhicules parce qu'ils ont abandonné un peu plus l'électrification. On retire des hybrides rechargeables, on retire des électriques de l'alignement, on change des stratégies. Moi, je trouve que ça fait très court terme. Je trouve que c'est des entreprises qui réagissent et qui ne sont pas en train d'agir. On n'est pas en train de planifier l'avenir. Il y a d'autres entreprises qui ont réussi à continuer à développer la voiture électrique. Moi, j'ai une vision assez favorable des produits qui sortent. On a des produits qui s'améliorent, des autonomies qui sont meilleures. Toi, comment vois-tu la voiture électrique d'aujourd'hui? Bien, c'est ça. Effectivement, comme tu as vu, Ford qui a annoncé justement qu'il arrêtait le F-150 Lightning, puis il faisait marche arrière un petit peu de faire, on va plus faire un hybride à la place. Pour Ford, la décision, c'était plus économique, stratégique, parce que leur modèle n'était pas rentable. Mais si tu regardes Chevrolet, exemple, ils font des très beaux produits électriques, vraiment. Ils ont vraiment une belle collection de voitures, puis ça a l'air rentable, parce que ce qu'eux disent, c'est que c'est rentable. Donc, mais Chevrolet, on l'a vu, hein, il a pris du temps à arriver avec toutes ces nouvelles voitures-là, puis la plateforme Ultium, puis tout ça. Fait qu'ils ont pris le temps, je pense, de bien faire les choses, puis faire le devoir pour être que ça fasse du sens économiquement, que d'autres compagnies ont moins bien fait. Mais c'est tout qu'un changement, là, de passer d'une voiture thermique à électrique pour toute la chaîne d'approvisionnement. C'est énorme ce que ça demande comme développement, investissement. C'est pas les mêmes ressources. Donc, pour les constructeurs automobiles, c'est un énorme défi. Mais je pense que si on peut peut-être faire adopter plus facilement la voiture électrique, ça va peut-être être de passer par aussi l'hybride rechargeable. Des fois... tu crois à ça, toi? Ben, écoute, on peut pas convertir 100% des gens. Je comprends, mais je vais juste te faire une blague parce que j'ai mon ancien collègue William Clavé qui était chez RPM auparavant, qui avait déjà noté, puis je le répète souvent parce que je trouve ça tellement bon. L'hybride rechargeable, c'est un peu comme le divan-lit de l'automobile. C'est pas un bon divan, puis c'est pas un bon lit. C'est un peu comme, c'est pas une bonne voiture thermique, c'est pas une bonne voiture électrique non plus. T'as une voiture électrique pour un petit peu du temps, puis après ça, t'as des réparations à faire comme une voiture thermique. Changement d'huile, entretien, le gaz, tu continues à le rouler comme si c'était. Souvent, l'hiver, quand il fait froid, t'es pas capable d'utiliser l'électrique. Moi, personnellement, je préfère des voitures hybrides régulières qui vont travailler à vous faire économiser le plus possible le carburant, donc d'avoir une meilleure consommation, ou d'aller dans l'électrique pure. Mais le entre-deux, pour moi, je rejoins mon collègue là-dessus, c'est un peu un divan-lit, non? OK, je vais te faire une autre analogie d'abord. Pour certains gens, la voiture électrique, c'est comme sauter en chute libre, OK? Puis là, tu demandes à un parachutiste, tu dis, est-ce que c'est le fun de sauter en tandem? Il va te répondre non, vraiment pas. Mais c'est un passage obligatoire pour eux autres, tu sais. Fait que tu peux pas dire, je vais sauter en parachute, mais jamais sauter en tandem puis avoir d'instructeur, tout ça. Fait qu'il y en a que c'est ça. Je dis pas que c'est ça. Il y en a que ça a super bien été, la transition de voiture thermique à 100% électrique, mais c'est différent. C'est des habitudes qui sont vraiment différentes, OK? Mais la voiture hybride, je crois qu'elle a quand même sa place pour certains types de personnes ils vont avoir de la difficulté à l'adopter. Puis là, je te ramène... L'hybride rechargeable, tu parles de... Oui, l'hybride rechargeable, exemple. Puis je te ramène en 2012, OK? Moi, en 2012, j'avais pas vraiment d'opinion sur la voiture électrique, à part que j'y croyais pas. Il y avait une Nissan Leaf là, dans l'alignement, puis Tesla arrivait avec un modèle S. Tu étais dans le début pas mal. Là. Ouais, puis on n'entendait pas parler vraiment de Tesla non plus. C'était plus un jouet, là. C'était pas vraiment une vraie entreprise, là. Ouais. Puis, fait que moi, mon opinion était quand même mauvaise de la voiture électrique. Là. Comme tout le monde. C'est ça, exact. Mais quand, en 2013, j'ai tombé sur une Chevrolet Volt, puis je me suis mis à la conduire puis à la réparer, là, par exemple. Donc là, j'avais comme... prolongateur d'autonomie, là, un peu plus le système. Là, on utilise le moteur à essence pour générer du courant pour faire fonctionner le véhicule en mode électrique le plus souvent du temps. Un hybride rechargeable, là, hybride série. Quelque chose de genre, ouais. Puis là, c'est là que je suis tombé après ça en amour avec un peu plus la voiture électrique parce que... Mais pour bien des gens, l'hybride rechargeable, c'est l'école. C'est la façon d'adopter. T'apprends à brancher ton véhicule à tous les jours, mettre un backup à essence. Et là, ça te sécurise.
Mais bien souvent, ces gens-là vont utiliser l'hybride rechargeable pendant 1 an, 2 ans. Ils vont tellement aimer l'électrique, ils vont se rendre compte qu'ils n'ont pas assez d'autonomie, puis que là, après ça, ils vont aller vers le 100% électrique. Mais ils ont appris à se brancher à tous les jours. Mais tu sais, t'en connais sûrement des gens que leur cellulaire, leur batterie est tout le temps vide. Oh oui. Pourtant, je veux dire, c'est pas compliqué. Tu branches à toute la nuit ton cellulaire, il va être plein à tous les jours. Je veux dire, tu manqueras jamais de batterie, mais puis c'est la même chose. Ces gens-là ont de la... Je comprends. Puis tu sais, je connais des gens personnellement aussi qui ont des produits hybrides rechargeables, qui les aiment. Moi, ce que je dis souvent, puis tu sais, quand on me pose des questions, qu'est-ce que t'en penses? Bien, ça dépend du type de personne que vous êtes. Si vous êtes capable de rouler 95% du temps sur l'électrique de votre véhicule hybride rechargeable parce que vous ne travaillez pas trop loin de la maison, vous êtes capable d'utiliser le véhicule en mode électrique plus souvent qu'autrement, ça peut arriver à être correct dans l'histoire. Ouais. Moi, l'enjeu que j'ai, c'est que le prix qu'on demande de ces produits-là à la base sont élevés aussi. Ouais. Un véhicule hybride rechargeable coûte plus cher qu'un thermique ou un hybride régulier. Fait avant de rentabiliser ça, si vous utilisez toujours la mécanique à gaz, le moteur thermique embarque tout le temps, comme on traîne une grosse batterie, comme on traîne des gros moteurs électriques, bien, ça consomme plus de gaz quand le moteur thermique vire. Ouais. Fait que rendu là, c'est dur de rentabiliser ça pour faire une expérience. Tu sais, j'ai envie de te dire, quand les premiers téléphones sont sortis, il y a des gens qui avaient des batteries de spare au cas où. Là, quand il manquait de batterie, ils changeaient la batterie de leur téléphone. T'sais. Puis là, maintenant, on a bien compris qu'il fallait juste le plugger dans le mur et ça allait régler le problème. J'étais un peu là, moi. J'étais un peu en train de me dire, crime, je comprends qu'au début, c'était un peu mitigé. Mitsubishi est arrivé avec le Outlander PHEV. C'était comme une réponse, une première réponse assez officielle dans le VUS compact. Ça a été un véhicule bien populaire aussi pour l'hybride rechargeable et tout ça. Mais là, on est rendu à l'époque de se dire, crème, on a des autos là, de 550 km d'autonomie qui sont disponibles dans l'électrique. J'arrive d'essayer le Kia EV4, nouvelle voiture compacte de 552 km d'autonomie. Ouais. Crème, c'est beaucoup d'autonomie pour 98% du monde sur le chemin, c'est en masse, là. Oui, mais attends, moi, je pense que le moteur thermique a encore sa place pendant encore quelques décennies, on va dire. Je suis d'accord, mais dans l'hybride, pas l'hybride rechargeable. Moi, c'est là que j'ai de la misère. Et attends un peu, je t'amène ailleurs. OK. Tu sais, moi, exemple, je fais 40-45 000 km par année. Tu trouves pas beaucoup, là? Ben, tranquille, là, c'est beaucoup quand même. C'est là. beaucoup? Ben oui, c'est beaucoup, c'est une joke. Ben, puis, tu sais, comme pour moi, la voiture électrique, ça fait plein de sens. Je veux dire, de traîner une batterie de 100 kWh à tous les jours, ça fait plein de sens parce que j'en ai besoin. Je fais beaucoup de kilométrage. Mais quelqu'un qui fait 5000 km par année, là, qui va travailler à 20 km de chez eux, aller-retour à tous les jours, puis que de temps en temps, il faut qu'il aille en Gaspésie ou l'hybride rechargeable devient Nouveau-Brunswick pour aller voir sa famille, puis je sais pas, il va à Rouyn-Noranda, tu sais, des places que c'est vraiment plus compliqué. Là, ça fait plein de sens, l'hybride rechargeable. C'est un peu ce que je te dis, mais c'est pas beaucoup de gens, là. Ben, il y en a plus que tu le penses. Clairement. Puis, tu sais, faut pas minimiser non plus que produire une batterie de 100 kWh, là, ça demande beaucoup de ressources, OK? Fait que c'est pas tout le monde que ça vaut la peine qui se traîne une batterie de 100 kWh. Tu regardes ça économiquement, mais surtout même environnementalement, d'avoir un véhicule hybride rechargeable avec une batterie de, on va dire, 20 kWh, 15 kWh, des fois, ça fait plus de sens pour ces gens-là qui font 5000 km par année. Écoute, c'est impossible d'être en désaccord avec ça, dans le sens que c'est la logique même du produit. Mais moi, ce scénario-là, il reste encore une fois assez niché, au même titre que quelqu'un qui fait 40-45 000 km par année. Ouais. C'est assez niché. Il y a des gens qui le font et des gens qui le font pas. Ouais. La moyenne canadienne est à 16 000 km par année, quelque chose du genre. Ouais. Fait que tu es clairement au-dessus de la moyenne, beaucoup. Fait qu'il y a du monde en bas, il y a du monde en haut de ça. Moi, le central de la technologie dans ma tête, puis vers où on doit se concentrer, c'est de dire comment on améliore l'efficacité des produits. Souvent, un hybride rechargeable, comme je disais tantôt, c'est un peu un compromis, mais un compromis qui est dur financièrement au départ, parce qu'on se rappelle qu'il est plus cher. Donc oui, j'entends, la batterie est plus petite, mais quand il fait froid, souvent ces véhicules-là, puis je pense aux Coréens, par exemple, qui ont besoin du moteur thermique pour chauffer l'habitacle. Mm-hmm. Fait qu'eux vont rouler au gaz l'hiver presque tout le temps. Même chose pour les Prius Prime. Il y a des produits qui ont besoin de rouler au gaz tout le temps. Fait que même si tu fais juste ton 5000 km par année, l'hiver, même si tu vas juste à 20 km, tu vas rouler au gaz pareil. Ben oui. Tu vas traîner toute ta quincaillerie qui est plus pesante. T'sais. Moi, je me dis, travaillons sur le développement d'une technologie. Puis là, le monde va me dire que je suis un vendu de char électrique. Puis c'est pas ça, là. J'ai des chars à gaz chez nous, je chauffe des chars à bâton. Ça n'a pas rapport, là. J'aime les autos en général. Je suis pas pour une technologie plus qu'une autre. Je suis juste, des fois, dans
dans le discours qu'on entend beaucoup, on voit des constructeurs comme Stellantis qui ont retiré les hybrides rechargeables parce qu'ils disent que c'est pas l'avenue. Ils s'en vont dans le prolongateur d'autonomie. Je me dis clairement, il faut se donner une chance de croire à d'autres choses que ce genre de mécanique-là qui a l'air un peu d'un Frankenstein. Je suis d'accord. C'est des bouts. Mais hybride rechargeable, il y a plein de... l'hybride série, les prolongateurs d'autonomie, c'est un peu... la famille des hybrides. La technologie est différente, oui, c'est ça, mais il y a des très belles technologies qui se font. Puis il ne faut pas négliger qu'en hiver, à moins 20, c'est pas si une mauvaise idée que ça d'avoir un hybride rechargeable parce que ton moteur thermique, lui, justement, il n'est pas efficace, mais en hiver, tu vas chercher la chaleur que, justement, cette inefficacité-là de ton moteur thermique, tu vas le chercher en chaleur. Donc, c'est pas si fou que ça. Mais tu sais, je vais te dire un secret, là. Les batteries sont pas encore à maturité de technologie. Ils n'ont pas atteint encore leur maximum de développement. Mais c'est clair. Okay. C'est clair. Tu sais, les moteurs thermiques, on les travaille depuis des décennies. Ben, eux arrivent à un moment donné à un certain... tu sais, je parlais avec des gens chez BMW dernièrement, des ingénieurs qui me disaient, ça, à un moment donné, on a développé les moteurs thermiques, on les a avancés. Tu as des 4 cylindres de litres turbo qui vont faire du 300 chevaux, qui vont consommer du 7 litres au 100. Tu te dis, Caroline de bin, hey, ça, là, dans le temps, on avait des moteurs, des 8,3 litres qui avaient de la misère à atteindre 120 km/h en 12 secondes. Tu te dis, crème, les voitures aujourd'hui sont vraiment peaufinées. Puis ce que j'entendais dans l'industrie, surtout, c'est de dire, là, maintenant, on est en train de faire des micros-ajustements dans les moteurs thermiques pour les rendre un petit peu mieux qu'ils étaient, mais on arrive à une finalité. Là. On arrive un peu à la fin d'un cycle de développement, tandis que l'électrique, c'est le début. Oui, mais c'est ça que je trouve ça intéressant, la transition, pareil, parce que justement, le moteur thermique, on a atteint la limite. Là. On met plein de systèmes en place pour mettre ça moins polluant, pour mettre ça plus efficace, mais on est à la limite. Là. On va jouer sur des micro-détails. Là, OK? Mais la batterie, là, ça n'arrête pas d'évoluer. Il y a tout le temps des nouvelles technologies qui sortent, puis on est encore au début du développement de cette batterie-là, puis on regarde 10 ans en arrière, 20 ans en arrière, on est complètement ailleurs. Fait que dans 10 ans, 20 ans, ça va être la même chose. C'est intéressant quand même, tu sais, le moteur thermique est quand même très efficace maintenant, puis pas beaucoup moins polluant qu'avant, puis la batterie, fait que... Mais encore là, la voiture 100% électrique, pour, je pense, au moins 75% de la population est encore un très bon choix, mais il y a un 25% que je pense qu'on n'aura pas le choix de passer par l'hybride rechargeable avant. Mais ça va bien à donner parce qu'on va atteindre une maturité vraiment écœurante peut-être dans 10, 20 ans sur la batterie, que ça va être ridicule, on va en rire. Peut-être que ça va être comme justement des batteries swap, une batterie de 100 km qui va peser 20 livres, puis on va juste la mettre dans le chargeur rendu à la maison. On parle comme ça, mais je pense que la densité d'énergie, la façon d'extraire les minerais, la façon de transformer ces batteries-là, des recyclés, il y a vraiment une très belle évolution qui s'en vient. Là. C'est le fun d'entendre. Puis moi, je suis un amateur de voitures, donc je trouve ça le fun de voir l'évolution du domaine aussi. T'sais, ça bouge, là, puis on voit beaucoup de choses qui se passent là-dedans. Dans les grosses nouvelles qui sont tombées très dernièrement, d'ailleurs, au moment où on enregistre le podcast, c'est l'information que je peux vous donner, c'est qu'on sait maintenant que le Canada va ouvrir la porte aux véhicules électriques chinois. Ça, c'est une grosse nouvelle qui est tombée quand même. 49 000 véhicules électriques chinois qui devraient être mis en circulation au Canada prochainement. On parle de des tarifs douaniers à 6,1 %, ce qui est assez faible parce qu'on a des pays comme en Europe qui vont mettre du 35 % sur les véhicules électriques chinois. Aux États-Unis, c'est 100 % de tarifs douaniers qu'on met sur les véhicules. Nous, on est à 6,1 %. On va en avoir probablement plusieurs autres qui risquent de suivre après cette première vague-là. Comment vois-tu l'arrivée des véhicules électriques chinois sur le marché canadien? Méchante bonne nouvelle. Ah ouais? Ben oui. Mais tu sais, on savait que ça s'en venait. Bon, on écoutait un petit peu qu'est-ce qui se passait. Puis ça fait plein de sens parce que, tu sais, c'est vraiment à cause des États-Unis qu'on bloquait l'arrivée des véhicules chinois. On disait que ça faisait pas de sens. Mais aussi parce qu'on avait encore quelques industries automobiles au Canada qu'on voulait un peu protéger. Donc, on voulait protéger des jobs et tout ça, mais là, ils sont tous en train de partir. Puis on a donné des milliards à des entreprises. J'en parle encore de Stellantis, qu'on a donné des milliards dernièrement puis qui ont déménagé des usines à Détroit. Là. Ils ont pris l'argent, ils sont partis ailleurs. Là, c'est littéralement ça qui s'est passé. Là. D'ailleurs, le gouvernement veut les poursuivre. Là, on est comme dans des jeux de combat qui ont un peu de bon sens. Fait que ça faisait du sens à tes yeux.
Ben oui, vraiment, parce que, écoute, je veux dire, il se fait des excellents produits en Chine, surtout abordables. Et c'est là que ça va ouvrir la porte à une partie de la population qui va être capable de se payer une voiture électrique. Parce que, tu sais, avant, il n'y en avait pas beaucoup de modèles, mettons, on va dire en bas de 50 000 $. Mais là, attendez de voir ce qui se fait dans la voiture chinoise. D'ailleurs, ils ont des très bons produits. Je ne dis pas que c'est à la hauteur de Tesla, mais même, il y a certaines voitures chinoises comme BYD que sur certains points sont plus avancées que Tesla, sur certaines portions de la technologie. Donc, mais c'est le prix, surtout. C'est le prix. C'est impossible à être compétitif contre le prix des voitures électriques en Chine. Mais puis on l'a vu, tu as vu BYD qui ont battu des records de vitesse, pas loin de quoi, 500 km de 500 km/h. Il y a l'entreprise, le géant technologique Huawei aussi, qui avait fait des batteries pour faire des 1000 km d'autonomie sur une seule charge. On a vu des choses comme ça en Chine. Ouais. La Chine achète présentement plus de voitures électriques que de voitures thermiques. Ça fait déjà plusieurs mois de ça que le ratio est débalancé maintenant, là. Donc, on a dépassé le seuil du 50% d'achat de véhicules électriques. Donc, on priorise le marché local. Ouais. La Chine a un enjeu, c'est de réussir à sortir ces modèles-là de chez eux maintenant, c'est de sortir du milieu domestique et de les amener ailleurs dans le monde. L'Europe a ouvert cette porte-là. Les produits, moi, j'ai eu la chance de voir dans un salon de l'auto en Europe le BYD Seal, la voiture qui est un peu comme le modèle 3, mais version BYD, là, une voiture électrique, qui semble extrêmement sérieuse. J'ai pas pu la conduire, là, je l'ai vue. Je me suis assis dedans, j'ai pu toucher aux matériaux, j'ai pu voir le véhicule. Très sérieux là, en termes d'assemblage. Ça a l'air solide, ça a l'air d'être une voiture qui fait bien du sens, mais il reste encore beaucoup de questions. Mais le prix, est-ce que tu as comparé le prix? Bien, le prix, tu sais, quand j'étais là-bas, ce que je comprenais, c'est que c'était comme une Model 3 qui devait se vendre aux alentours de 40 000 si je le convertissais en canadien. Fait que, tu sais, quand tu calcules ça, une Model 3, c'est pas mal plus cher là, aujourd'hui. Là, oui. Fait que, mais là, je sais qu'il y a d'autres gammes de produits qui sont disponibles aussi, qui sont capables d'aller dans des véhicules peut-être un petit peu plus petits, avec encore des meilleurs prix d'accueil. Ouais. On a des constructeurs, je pense, j'ai parlé de la EV4 tantôt, qui est un produit qui arrive à 41 000 avec les frais de transport et préparation. La Bolt, qui revient en 2026 pour 2020, comme année modèle 2027, à 43 000 incluant les frais de transport et préparation. Fait on voit que là, on commence à avoir des produits aussi. La Nissan Leaf, qui arrive au tournant de 50 000 avec une batterie un peu plus grosse. Il y a un modèle la plus petite batterie qui devrait arriver, encore moins dispendieux. Fait que, on voit des modèles qui semblent diminuer en prix. Moi, j'ai juste la crainte, puis je ne sais pas si tu la partages aussi, mais de voir comment cette technologie-là va vivre chez nous. Ouais. Je trouve qu'on célèbre vite. En se disant, oui, les prix, mais il y a un volet éthique avec la Chine aussi. Il y a un volet de production, il y a aussi un côté technologique. On parle souvent de nos hivers, mais nos hivers, c'est vrai qu'ils sont différents. Là, ça va-tu être des produits durables? Ça va-tu être des produits qu'on va jeter après 5 ans puis qu'il va falloir racheter après ça automatiquement une autre voiture pour réussir à combler nos besoins? J'ai beaucoup de questions par rapport à ça, moi. Je ne suis pas encore, on dirait, convaincu que c'était la meilleure des décisions du monde. Je suis convaincu pour le prix. Comme toi, ça, je te rejoins. Mais toi, penses-tu que la technologie est assez avancée pour dire que ça va te faire ici? Moi, je crois que oui, la technologie quand même. C'est sûr que si on compare à certains constructeurs automobiles, peut-être que oui. Dans certains cas, la qualité va être un peu inférieure, mais peut-être dans certains cas, la qualité va être supérieure que certains constructeurs. Pas laquelle constructeur, mettons? Non, mais mettons que t'en nommes, là, 2-3. Là. Écoute, tu sais, Tesla, ils ont des belles choses, mais ils ont des faiblesses, là. Tu sais, point de vue suspension, c'est pas facile, hein? Non, c'est pas facile. Carrosserie aussi, les modèles 3. Carrosserie aussi. Les modèles chinois, peut-être qu'ils vont être un peu moins élégants, là, mais vont être peut-être plus durables aussi sur la carrosserie. C'est des véhicules conçus en Californie pour la Californie, on va dire un modèle 3. Mais si tu regardes les véhicules qui ont été fabriqués en Chine, parce que Tesla, on usine en Chine depuis quoi? Au moins 3 ans. Oui, Polestar a produit des véhicules en Chine aussi, pendant un bout, hein? Puis, si tu compares la qualité des véhicules Tesla assemblés en Californie versus ceux en Chine est nettement supérieur. Ah oui? Ah oui. Ah oui? Oui. Qualité d'assemblage, de fabrication, ouais, vraiment. Mais tu sais, c'est sûr que des fois, on n'a pas les mêmes valeurs non plus. Tu sais, en Chine, c'est une mentalité très différente. Ils sont très travaillants pour eux autres. C'est hyper important, le travail, la qualité.
Ici, on est ailleurs. On veut des semaines de 4 jours semaine, pas plus travailler que 35 heures. Là-bas, c'est d'autres choses. Fait que c'est sûr que le niveau de vie, la qualité est différente, mais avant tout, en Chine, ils sont très fiers de leur travail, puis pour eux autres, c'est hyper important, puis la qualité de ce qui en sort. Mais il y a encore beaucoup de scrap qui se fait dans certains produits, mais il y a des belles choses qui sont faites en Chine. Mais je pense que d'ouvrir la porte à ce marché-là, c'est juste le consommateur qui va en bénéficier parce qu'il va avoir un meilleur produit pour moins cher, bien souvent. Parce qu'avant, c'était ça, on bloquait ça pour protéger certaines industries ici, mais il n'y en a plus ou presque plus de ces industries-là. Fait on est aussi bien, je pense, de faire bénéficier le consommateur. Puis en même temps, c'est politique. Hein? On veut exporter aussi certaines choses en Chine. Fait que ça va être donnant-donnant. Oui. Mais je pense pas qu'en 2026, on va avoir une si grosse différence sur le prix parce que l'objectif est d'en importer, mais peu. Ouais. Mais je pense que 49 000, c'est pas gros. Ça a l'air d'être un gros chiffre, mais c'est pas gros. Là. Moi, j'ai l'impression qu'on va en avoir quelques centaines au Québec pour commencer, mais qu'on va voir principalement ces véhicules-là dans l'Ouest. Ouais. Une question de proximité aussi. Là, les bateaux vont débarquer là-bas. Ça va être plus facile de laisser les voitures-là pour les vendre également au marché dans l'Ouest, qui est aussi composé beaucoup d'Asiatiques. Il y a beaucoup de gens qui viennent de la Chine, qui habitent dans l'Ouest canadien également, qui vont pouvoir se procurer leur véhicule, dans le fond. Là, c'est tout à fait correct. Donc là, on va avoir une espèce de jeu de distribution qui risque d'être assez complexe, mais le Québec, comme tu disais, est avancé en termes de recharge, en termes de réseau, donc j'imagine qu'on va vouloir le pousser ici. Ben oui, exactement. Mais non, c'est sûr que non, le produit chinois, le véhicule chinois, moi j'y crois, mais c'est ça, comme tu dis, ça va être des grenailles là, au début, là, quand même 50 000 voitures. C'est un projet pilote, finalement. Moi, j'ai hâte de mettre ça à l'émission RPM, on va te le dire. Là. J'ai hâte de mettre ça à l'essai. Là. Ouais. J'ai hâte, on va jouer au jeu. Là. Je pense que vous allez être agréablement surpris sur certaines choses, mais vous allez être déçus sur certains autres points. Puis il va falloir être prudent en termes de recommandations. Vous nous connaissez, mais on verra. Rendu là, il va falloir voir. Moi, il y a une crainte, puis je ne sais pas si tu partages, mais le dumping, t'as-tu peur un peu de ça? Là, les grandes quantités de voitures qu'on va laisser planer ici pour un peu déstabiliser le marché. Là. On va tellement avoir de l'inventaire qu'on va pouvoir couper les prix massivement, jouer d'impact des autres constructeurs qui n'auront pas les mêmes capacités. On voit en Europe un peu ça qui se passe actuellement quand même. Là, c'est quasiment... c'est pas fair play, si tu me permets l'expression anglophone. Là, moi, ce qui me fait plus peur, c'est le réseau de vente puis le réseau d'entretien. Puis, tu sais, on voit les concessionnaires, là, ça va pas tout bien. Puis, ce modèle-là, je pense pas que les véhicules chinois, ça va être d'avoir des concessionnaires, des propriétaires ici. Peut-être faudrait mettre ça en place, de dire comme, OK, si vous voulez rentrer des véhicules chinois, ça va prendre des concessions avec des propriétaires ici. Peut-être que c'est ça aussi qui serait la meilleure avenue parce que ça puis d'avoir accès aux pièces, d'avoir accès à la c'est ça, exact. Ça, je pense, c'est hyper important parce que c'est vrai que ça peut faire mal à certaines industries qu'il y a des... j'entendais parler justement, monsieur qui est propriétaire d'Albi qui est venu ici justement, que lui, son réseau de concessionnaires, ça, c'est sûr que ça peut l'affecter. Parce que s'ils ont le modèle d'affaires de, on va dire Tesla, de ne pas avoir de concessionnaire, mais des points de vente avec des employés, que le propriétaire, c'est Tesla, ça peut affecter notre marché, je crois. Il y a un danger aussi sur être capable de les garder en vie longtemps, ces produits-là. Avant de mettre un réseau de pièces disponible, toi, j'imagine aussi, chez Nginx, ça va vous prendre des chars. Là. Vous allez devoir en acheter, puis les démonter, puis voir un peu comment ça marche, puis trouver des solutions à comment les réparer. Ça va nous prendre ce genre d'entreprise-là comme la tienne pour être capable de les faire vivre, ces véhicules-là ici. C'est ça, d'avoir accès à des composantes clés usagées, avec comme on achète des voitures accidentées pour les démonter, pour les pièces. Fait on va avoir accès à des composantes qui coûtent cher, que dans l'usager, ça va être abordable, mais aussi même, on va avoir accès même à des pièces neuves, donc on pourrait rentrer en distribution après ça ici au Québec. Fait que ça, c'est sûr qu'on va avoir accès à ces pièces-là, parce qu'en Chine, je veux dire... si tu as besoin d'un pare-choc de BYD, tu n'es pas obligé d'aller chez BYD. Il y en a soit des copies ou... c'est ça. Des pièces après-marché, là. Il y en a, là, simplement des gens, des modificateurs de pièces qui vont créer des pièces aussi pour modifier les véhicules et compagnie, un peu comme toutes les voitures actuellement. Là. C'est ça. Puis, tu sais, l'argument de l'espionnage des voitures, écoute, les voitures à cette heure sont tellement connectées que, inquiète pas, la plupart des constructeurs ils ont accès à tes données, tout ça.
Puis si tu me dis cet argument-là, puis tu as TikTok d'installer sur ton cellulaire, ben ça fait aucun sens, cet argument. Ou que tu as Google ou Facebook ou n'importe quel réseau social. Là. Des fois, on a l'image des Américains, ils ne vous volent pas nos données. Ils vous volent vos données. Là. Autant dans n'importe quel char américain connecté avec le Wi-Fi, avec les satellites et compagnie, on récolte vos déplacements, on récolte vos habitudes de conduite. La caméra dans l'habitacle. En masse, de long en large. Là. Que ce soit un Tesla, que ce soit un Chevrolet, que ce soit un Nissan, que ce soit ce que vous voulez. Là, comme, les voitures aujourd'hui, c'est ça pareil. Donc, effectivement, ce volet-là, je suis d'accord avec toi là-dessus. C'est un peu faible comme argumentaire. C'est ça. On se fait déjà espionner. Ouais. C'est le fun, hein? C'est rassurant, ça va bien. On parlait de réparabilité un petit peu par rapport aux véhicules chinois, mais j'ai vu aussi sur Facebook, tu as fait une vidéo critique là, par rapport à des pièces qui coûtaient une fortune à réparer sur des véhicules autant électriques. Puis à un moment donné, tu as commencé à sortir des prix aussi pour les voitures thermiques parce que tu disais, là, les gens, ben oui, on sait bien les chars électriques, blablabla. Tu étais comme, non, les pièces coûtent extrêmement cher aussi là, pour une voiture thermique. Là. C'est juste maintenant, le coût des pièces est vraiment élevé. Qu'est-ce qu'il faut faire pour régler cette situation-là, selon toi? Parce que, tu sais, avant ça, on pouvait réparer un char pour 1000, 2000 pièces. À ce temps, c'est 15-20 000 réparer un char. Là. Tu sais, mon collègue Samuel Lessard dit souvent, ça vous coûterait des millions reconstruire le véhicule que vous venez d'acheter à 30 000 si vous le faisiez pièce par pièce. Parce que le prix des pièces est tellement élevé que c'est ridicule. Là, ça fait aucun sens. Oui, exactement. Ben c'est ça. Puis, tu sais, je disais, ça prendrait quasiment des lois sur le prix des pièces parce qu'en ce moment, il n'y a aucune limite. Tu pourrais vendre un Ford à 50 000 puis il n'y a aucune loi qui empêcherait ça. Mais puis c'est un peu ça qui est problématique quand même. Puis avec les assureurs surtout, là, on scrape les chars maintenant pour vraiment rien. Les primes ont explosé, les primes d'assurance. Ah oui. Mais pourquoi? C'est vraiment parce que c'est la technologie. Tu sais, on est peut-être allé trop loin dans certaines technologies. Tu sais, on parle juste, mettons, des phares. Tu sais, ce qui est le plus exposé, bien souvent sur un véhicule, c'est les phares en avant. Aussitôt qu'un petit accrochage, ben c'est le phare va être endommagé, va être à remplacer. Mais c'est des phares matriciels, HD, laser à 4000 lumens. Tu sais, t'es comme, c'est parce que maintenant, je m'en sortirais pas, moi, là. Ça va coûter comment changer ça, là? Ah non, c'est une technologie, tu sais, qui c'est justement, c'est ça coûte des milliers de dollars. Des fois, c'est quasiment, dans les véhicules haut de gamme, c'est quasiment des dizaines de milliers de dollars pour un phare, tu sais. Ça fait aucun bon sens. Fait que peut-être qu'on est allé trop loin. Puis technologie de phare, ben peut-être la technologie de ce contrôle de ces phares-là pourrait se faire à l'intérieur dans un des ordinateurs et ne plus avoir tous ces ordinateurs-là dans chacun des phares. Puis de simplifier le plus possible cette technologie qu'on a dans les composantes qui sont facilement exposées. Donc, c'est ça, c'est de la manière qu'on conçoit les véhicules. C'est peut-être les ingénieurs veulent bien faire, veulent avoir une technologie hyper comme eux autres, ils ont une idée en tête. Ah, ça va être écœurant. Mais finalement, pour ce qui est de la réparation, puis ce qui est après ça, quand tu as un accident, c'est là que ça fait aucun bon sens. Il faut peut-être repenser la façon qu'on design les véhicules là, pour justement penser à cette optique-là. Mais c'est vrai qu'il y a certaines pièces dans les véhicules électriques, c'est encore plus marqué, le prix des pièces. Mais, tu sais, Tesla, justement, un phare de modèle 3 avant, chez Tesla, c'est comme 1500 $. Ouf! Mais tu as de l'après-marché comme à 500-600 $. 1500, il n'est pas installé, là. Non. Mais c'est ça. Tu sais, avant ça, c'était simple, c'était HID, tu sais, avant ça, même halogène. Les ampoules. Là, les ampoules halogène. Un 9004 à 10 $. Mes chars, là. Oui. J'allais chez Canadian Tire, là, j'allais dans l'allée des ampoules, je pognais le bon modèle, puis je faisais ça dans le stationnement du Canadian Tire. Là. C'est ça. À cette heure, tu as une résistance dans une. Tu sais, puis à cette heure, les phares sont complètement scellés. Donc, tu n'as pas accès à réparer rien à l'intérieur, mais sur ta carte de circuit électrique à l'intérieur, circuit électronique dans ton phare, tu as une composante qui lâche, puis il faut que tu remplaces au complet ton phare. Tu peux pas juste changer la carte. Là. Non. C'est une aberration. C'est scellé. Il y a un connecteur, c'est complètement scellé. C'est ça qui fait pas de bon sens, là. On peut plus rien réparer. Il faut changer des gros morceaux. Mais ça, c'est une aberration, là. Il y a une loi qui est passée au Québec, d'ailleurs, sur forcer les manufacturiers d'un peu toutes les sortes, là, automobiles, électroménagers, peu importe, de fournir un guide pour comment bien réparer soi-même son véhicule. C'est bien, là. Oui. Je le résume de manière assez grossière, mais pour que ce soit assez clair, là. Tu vois-tu ça de bon oeil, toi, ou tu crois-tu un peu à cette loi-là? Ben oui, là, c'est un pas, mais c'est vraiment... parce que si la pièce... Mettons, on va dire ton lave-vaisselle, OK, ou ta laveuse. Ou ton phare. Ou ton phare. De modèle droit.
ben, tu sais, ton phare coûte, mettons, 1500, mais la pièce à l'intérieur a changé, coûte 800. On n'est pas plus avancé. Puis même si tu as le guide pour le remplacer, on n'est pas plus avancé. Donc, il faut aller plus loin dans la réparation. C'est une première étape. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, bien beau dire, oui, c'est important de savoir comment remplacer, de mettre... Puis Tesla, d'ailleurs, est un leader dans cette nouvelle loi-là. Tu as accès à tous les manuels de réparation sur le site web. Il y a même des vidéos. Tu as même le service mode dans l'auto. Tu peux faire, tu sais, le particulier peut faire à peu près n'importe quoi quasiment sur son Tesla de remplacement par lui-même. Il peut aller voir sur le site web comment remplacer la composante, comment la reprogrammer ensuite. Fait que ça, Tesla, c'est un leader de montrer la voie, comment que ça devrait être pour le droit à la réparation. Ça, c'est sur les procédures. L'accès aux pièces, c'est encore difficile. Mais encore là, comme je disais, tu n'as pas accès à l'intérieur. C'est ça qui est problématique. Tu n'as pas accès à jouer dans les détails pour peut-être te sauver beaucoup de sous, mais aussi pas gaspiller des pièces. Oui, non. Justement, hier, il y avait une cliente sur les réseaux sociaux. Elle avait sur sa Tesla Model 3 la crémaillère. Donc, il y a eu un mauvais ground. J'avais fait une vidéo à un moment donné là-dessus. Là, il y avait un mauvais ground sur la crémaillère. Ça fait que quand tu as un mauvais ground, ça va créer justement un point chaud dans ton connecteur. Fait que le résultat de ça, c'est que c'est tellement devenu chaud la connexion que la crémaillère a brûlé la partie de la carte électronique et le connecteur. Donc là, juste pour ça, il faut changer la crémaillère au complet et le harnais électrique complet du véhicule à l'avant au complet. Hey! Donc, la crémaillère, à peu près 3 000 $. Le harnais, à peu près, il me semble, c'est 800 $. Mais la main-d'œuvre pour remplacer le harnais au complet puis la crémaillère, en tout, ça montait à plus de 7 000 $. Ouch. Tout ça pour un connecteur. Mais là, c'est ça, ils ne vendent pas ce connecteur-là. Ils vendent avec le harnais au complet. C'est sûr que nous, là, après ça, on est capable de trouver le connecteur puis le commander. Mais c'est pas disponible chez les concessionnaires. Là, il faut changer tellement de pièces, de composantes pour des fois une petite affaire qui a lâché, que c'est ça qui fait pas de bon sens. Il faut que ce connecteur-là soit disponible. Il faut que, juste exemple, la carte électronique sur la crémaillère, où est-ce que se connecte le connecteur. Fait que dans ce cas-là, exemple, ça pourrait facilement coûter une réparation à 500 $, 1000 $ au lieu de coûter 7000 $. Pense-y. Juste si les pièces étaient disponibles. Qu'est-ce qui peut faire bouger les choses par rapport à ça? Une quantité de véhicules plus grande sur les routes, donc là, m'amener pas le choix de développer un réseau de pièces, un peu comme tout ce que tu fais avec Nginx, un réseau de pièces seconde main, ou qu'est-ce que ça va prendre pour qu'on arrête de faire ça? Parce que là, clairement, à 7000 $ la réparation, tu scrapes le char. Là. Mais est-ce que c'est d'obliger les constructeurs à rendre les véhicules plus réparables encore, ou les composantes plus réparables, ou à mettre des barèmes sur les pièces? C'est ça, j'ai pas la réponse, là, mais clairement, il faut qu'il se passe de quoi, parce que c'est tout le temps ça, les coûts des pièces, c'est des milliers de dollars tout le temps. C'est rendu très cher. Mais c'est ça. Mais il faut changer la façon qu'on conçoit, je pense, ces composantes. À la base, des là. véhicules. Ouais, c'est vraiment ça. Mais tu sais, le constructeur, là, lui, mettons, que moi, j'ai une solution, là, au lieu de remplacer toutes ces composantes-là, que j'ai une solution de remplacer juste le connecteur, à la limite, il est vraiment content, parce que lui, il n'a pas à se casser la tête, là. Non, toi, tu trouves la solution pour lui. Ben oui, puis il n'a pas à fournir, finalement. Le crémaillère et puis tout le corps bleu, tout le câblage. Oui, c'est ça. Fait que tant mieux s'il y a des solutions dans l'après-marché qui sont là, qui sont développées. Mais c'est ça, je pense qu'il faut vraiment que ça vienne du constructeur. Les véhicules électriques, tu parlais de technologie, sont souvent bombardés de technologie. Là. Ils ont des aides à la conduite à l'infini, la conduite autonome. Peux-tu avoir un char électrique simple? C'est trop demandé? Mettons un char électrique qui aurait juste une mécanique de char électrique sans tout le flafla qui vient avec. Et comme tu veux dire, mettons, les sièges massants, ventilés. On peut-tu juste avoir un siège manuel en tissu, mettons, mais qui à la place, la mécanique soit électrique? Ben ouais, effectivement, tu sais. Mais c'est un peu ça l'erreur, là. Puis ça, ben, ça vient vraiment, tu sais, de la façon que les véhicules encore là sont conçus, là. Pourquoi ça pourrait pas être simple, justement? C'est ça que je suis d'accord avec toi. Oui, c'est ça. Il faut qu'on fasse ça, dans le fond. Il faut qu'on aille là. Tu sais,
quand tu écoutes le monde parler, souvent, les constructeurs, je parlais dernièrement avec des présidents d'entreprises, des constructeurs au Canada. Puis ils me disaient, tu sais, les gens nous demandent des aides à la conduite dans leur véhicule. Les consommateurs veulent des écrans de plus grande taille. Tu sais, les consommateurs, c'est ça qu'ils veulent, eux autres, avoir plus de technologie puis de patentes dans leur char. Puis moi, à toutes les fois, je suis comme dubitatif. Je suis comme, mais le 3/4 du monde avec qui je parle me disent pourquoi il y a un écran gros de même dans le char? Je veux pas ça, cette aide à la conduite-là. Ouais. Moi, ça m'énerve assez. Dès que je sens le système de ligne, je le désactive, ça m'énerve. C'est-tu moi, mais il y a comme une incohérence complète entre ce que les constructeurs voient, la perception des consommateurs, puis ce que les consommateurs veulent. T'as raison. Il est où le problème? Faut-tu comme refaire un autre podcast pour le dire? Il me semble que c'est évident. On veut juste payer un prix qui a de l'allure pour des autos qui sont bien sécuritaires et bien faites. That's it. Mais l'affaire aussi, c'est que là, on a pris goût à certaines technologies. On a pris goût, exemple, au haillon. Apple CarPlay, là, je parle des affaires de base là, maintenant. C'est ça. C'est correct, ça. Oui, puis ça coûte pas vraiment plus cher quand on parle de ça. Ben non. Une caméra de recul, ça coûte rien. Là. Mais un siège ventilé, ça coûte cher à produire. Puis il y a bien du monde qui s'en serviront pas. Un haillon électrique, c'est niaiseux, mais ça coûte quand même cher. Fait que ces choses-là, quand on y a pris goût, c'est dur après ça. Puis je pense un peu que c'est comme ça que les constructeurs voient ça. C'est que, ben là, on n'a comme pas le choix. C'est quasiment rendu une option de base. T'sais. Mais des choses qui sont pas de base. Je vais donner un exemple vraiment drôle. Ce matin, ici, je me suis rendu, sur la conduite autonome, mais j'ai même demandé à Grok, dans l'auto, de mettre l'adresse. J'ai dit, je m'en vais au studio RPM avec telle adresse, mets-moi là sur ma navigation. Puis, fait que j'ai pas eu besoin de rien pitonner, puis Grok est rendu. L'intelligence artificielle fait plein d'interactions maintenant dans l'auto, tu sais. Grok, il l'échappe d'ailleurs des fois, là. Il en fait des bonnes bourdes, hein, Grok, hein, sérieux? Oui. Mais tu sais... Fait que je l'essaye, cette technologie-là, puis je la trouve drôle, puis je m'en sers, puis mais est-ce que c'est nécessaire? Ben, vraiment pas. T'aurais pu conduire le char, là. J'aurais pu conduire, j'aurais pu rentrer l'adresse manuellement, ou j'aurais pu juste me souvenir du trajet parce que je suis déjà venu. Oui, il y a ça aussi. Hein, ça aurait pu être une solution, là, de se rappeler d'où on va. Ça, c'est pas pire quand même. Là, Ah ouais, on devient complètement imbécile. Là. Oui, vraiment. Des fois, t'es comme, j'ai pas la carte, je sais pas ce que je vais. Regarde les panneaux routiers. C'est écrit, c'est les gros panneaux, c'est écrit, mettons, Québec, Saguenay, Montréal. Ouais, on regardera plus en avant. Là, je veux dire, on regardera plus le paysage du tout, puis on saura plus comment se situer. On va être dépendant complètement de ce genre de technologie-là. Puis, tu sais, moi, je dis ça, j'en ris, là. Mais des fois, je prends un véhicule qui n'a pas la conduite autonome, puis je trouve ça pénible, là. Ah, tant que ça, ouais. C'est comme... Mais on s'habitue, tu sais, on s'habitue à ça. Fait que des fois, on s'habitue à certaines choses, puis ça devient comme un peu de base, tu sais. C'est après ça à nous de décider vraiment ce qu'on veut, par contre. C'est ça l'affaire. Ouais. C'est comme... J'ai l'impression que là, les géants nous poussent des affaires en pensant que c'est ça qu'on veut, mais que c'est pas vraiment ce que la plupart des gens aimeraient avoir avec leur prochain véhicule non plus. C'est ça. 2026, tu disais que c'était un point pivot, puis je vais terminer là-dessus, mais tu disais que c'était un point pivot dans... Tu penses que l'année va être Moi, j'ai l'impression que l'année passée, ça a été le bordel. J'ai l'impression que 2026 va être autant bordélique. Là. J'ai vraiment pas l'impression qu'on va vivre une année charnière. Là. J'ai comme l'impression qu'on va être encore dans de la gestion au jour le jour, des nouvelles de l'actualité, que les constructeurs sont tous sur le pied d'alerte. Les constructeurs ont de la misère à avoir de la vision. Quand je parle avec l'industrie, je trouve ça pénible actuellement. Ouais. Là, je suis comme, oh my God, que c'est lourd. Toi, tu voyais ça plus positif un peu que moi. Je pense que c'est une année pivot, une année assez importante. Comment tu vois 2026? Bien, c'est sûr que ça ne sera pas ce qu'on a connu en 2023-2024. Mais c'est sûr justement qu'on a fait ces erreurs-là. Je pense qu'il n'y aura pas autant d'erreurs qui vont être faites en 2026 que ce qu'on a fait dans le passé. On a appris un peu de ces erreurs-là, les constructeurs, tout ça. Puis comme juste là-bas, moi, je trouve ça une bonne nouvelle. Les véhicules, on ouvre la porte aux véhicules chinois quand même, pour vraiment les consommateurs. Fait que, il va y en avoir d'autres belles nouvelles dans l'électrification. La technologie continue d'évoluer, puis justement, là, on a reculé, on se repositionne, puis là, c'est le temps de bien faire les choses. Fait que c'est un peu ça, je le vois comme ça, 2026. Est-ce qu'il va sortir des si belles choses que ça? Peut-être pas, mais c'est vraiment une année qu'on se repositionne. Puis nous, on le voit même, on s'est plus concentré dans les véhicules industriels, véhicules hors route, industriels, véhicules même miniers, des gros véhicules de 50 tonnes et plus. Puis on le voit, là, il y a tellement de belles choses à faire.
Puis, il y en a dans certains cas, c'est du 100% électrique, mais il y en a même dans certains cas, c'est du hybride série. Puis, ça fait toute la différence entre c'est possible d'adopter cette technologie-là. Le 100% électrique n'est pas réaliste partout pour l'instant. Clairement pas. Mais de passer par le hybride avant, je pense que là, surtout dans le véhicule industriel, ça va faire une grosse différence. Merci, Guillaume André, pour ton temps aujourd'hui. Et c'est sur les belles paroles positives. Ça fait du bien. Écoute, on va se donner une chance de voir comment l'année va se dessiner. On commence l'année actuellement. Fait que ça brasse déjà. On n'a pas fini. Ouais. Ça risque d'être une année assez mouvementée, mais merci d'avoir pris le temps. D'ailleurs, on vous invite à aller voir sur le site de Nginx si vous avez des questions sur le domaine des voitures électriques ou même que vous regardez pour des pièces ou vous avez des questions, là, vous êtes vraiment une entreprise spécialisée dans le véhicule électrique. Donc, pour ceux qui aimeraient décortiquer ça, c'est encore disponible. Tu es aussi sur les plateformes sociales, je pense, un peu, Facebook et compagnie. Oui, effectivement, Facebook. Merci encore une fois, Guillaume André. Et merci à vous d'avoir été à l'écoute du podcast RPM. Je tiens aussi à remercier nos fabuleux partenaires Canadian Tire, Albi Occasion et Vitro Plus. Merci à vous d'être là. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un tout nouveau podcast RPM. Bye bye! Ce podcast a été présenté par Canadian Tire, notre garage, par Albi Occasion, avec le meilleur taux, on vous attend, et par Vitro Plus, vos gens de métier depuis près de 50 ans.